Je poursuis. Troisième capsule de la première semaine du cours de traitement thermique. Mise en solution du carbone. Donc il faut se rappeler que lorsque les atomes de fer sont empilés en cubique à face centrée, situation qu'on est capable de faire apparaître dans le métal en portant l'acier à haute température. La totalité des atomes de carbone sont capables d'occuper les sites octaédriques situés au centre des mailles, tels que représentés par la position du point rouge sur l'image. Et les atomes de carbone vont ainsi occuper un grand nombre de sites uniformément répartis dans toute la pièce. Donc, au chauffage, on a au départ de la ferrite avec de la cémentite. Et lorsqu'on dépasse le solvus A1 ou le tectoïde ou ACM, tout dépendant de la teneur en carbone, et qu'on se retrouve à une température qui fait en sorte que la seule phase possible qui va exister dans le métal est l'austenite, mais on va se retrouver justement avec une situation monophasée. Donc, les atomes de fer empilés en cubique face centrée dans lesquels tout le carbone est dissous dans les sites octaédriques. Ça m'amène maintenant à faire un petit rappel sur ce qu'on appelle la réaction eutectoïde. Donc, par définition, une réaction eutectoïde, c'est une phase solide qui se transforme en deux autres phases solides. Donc, en métallurgie, là, lorsque on assiste à une transformation de phase à l'état solide, et qu'au départ, on a une seule phase, et qu'en modifiant la température, cette phase initiale se transforme en deux autres phases différentes, et encore là, solides. Par définition, en métallurgie, on appelle ça une réaction eutectoïde. Dans le cas des aciers, elle correspond au cheminement inverse du processus de mise en solution du carbone que j'ai décrit dans la diapo précédente. Donc, une réaction eutectoïde, dans le cas des aciers, donc alliage fer-carbone, c'est au départ, on a de l'austenite, dans lequel tout le carbone est dissous dans les sites octaédriques, et par abaissement de température, on arrive à faire une transformation simultanée, une apparition simultanée de ferrite, donc transformation allotropique des atomes de fer, de cubique face centré à cubique centré, avec encore un petit peu de carbone qui va réussir à demeurer dissous dans les sites octaédriques du réseau cubique centré, mais surtout une formation, tout dépendant de la teneur en carbone, plus ou moins importante de carbure de fer ou de cémentite. Donc, vous voyez, on a une phase solide, et par abaissement de température, on crée une transformation de sorte à créer deux nouvelles phases solides, donc réaction eutectoïde. Dans le cas des aciers, lorsqu'on a la ferrite et la cémentite qui sont apparus simultanément à partir de la réaction eutectoïde de l'austenite, ben, le couple ferrite-cémentite porte le nom de perlite. Et lorsqu'on assiste à une réaction eutectoïde, généralement, la configuration de la ferrite et de la cémentite va être en lamelles. Et à ce moment-là, cette configuration-là, ce mélange ferrite-cémentite en lamelles, s'appelle de la perlite. Donc, on voit justement une métallographie d'une perlite que je vous ai déjà montré dans la capsule précédente. Donc, vous voyez les zones, alternance de zones pâles et de zones sombres qui correspondent aux alternances de ferrite et de cémentite. Au départ, bien entendu, on avait l'austenite pour laquelle il n'y avait pas de perlite, bien entendu, et pour laquelle la métallographie va montrer des grains qui vont complètement réfléchir la lumière à chaque endroit, donc une apparence tout à fait blanche. Et ce qu'on peut distinguer en général, ce sont aussi les joints de grains. Cette transformation, elle est possible grâce à la possibilité que possède le carbone de diffuser. Donc ça, c'est fondamental à comprendre, puis je vais le détailler davantage. Donc la réaction eutectoïde, dans le cas de l'acier 0,8% de carbone.
Donc, au départ, on a ce que vous voyez à l'image à gauche, c'est une représentation d'un grain d'austenite. Mais il n'y a pas seulement un, là, il y en a un qui est au centre, et il a d'autres grains qui sont rattachés à ce grain au centre-là, des grains d'austenite. Donc, on est à haute température, un acier dans un four, à une certaine température, suffisamment élevée pour que on obtienne qu'on soit dans une situation monophasée, uniquement austénitique. Et là, par abaissement de température, lorsqu'on atteint un certain seuil de température, l'austenite est déstabilisé et on voit apparaître en bordure de grain des germes d'une nouvelle phase d'équilibre qui va apparaître. Donc, c'est la réaction eutectoïde là, qui est en train de s'opérer et qui progresse avec le temps, progressivement. Donc, on voit les germes là, qui, au bout d'un certain moment donné, euh, sont, ils ont grandi, si on veut, et ils se développent en avançant vers le centre du grain. Donc, la réaction eutectoïde s'amorce en bordure de grain d'austenite lorsque la température de l'acier atteint la température eutectoïde lors de son refroidissement, ou c'est le solvus aussi pour les aciers à hypoeutectoïde, cette température-là va correspondre au solvus A2, A3, c'est-à-dire. Lors de son refroidissement, on assiste à l'apparition et à la croissance d'une nouvelle phase représentée en bleu sur les images. Voilà. Et là, si on observe de plus près qu'est-ce qui est apparu comme nouvelle phase à travers l'austenite à partir des bords de grain, on s'aperçoit que ce sont des germes de cémentite. Donc, c'est du carbure de fer qui peut apparaître et qui va être alimenté par du carbone parce que, bien entendu, ça prend du carbone pour faire du carbure de fer. Donc, la recette pour faire du carbure de fer, mais telle que la molécule, la formule chimique de la molécule l'exprime, ça prend 3 atomes de fer avec 1 atome de carbone. Et il faut être conscient que dans l'austenite, mettons, si on parle d'un acier, c'est un 1080, donc il y a 0,8% de carbone. Donc on est bien en bas d'un atome de carbone sur 4. Là. Ben, pour faire de la cémentite, ça veut donc dire que les zones qui vont être capables, qui étaient à l'origine de l'austenite, pour être capables de devenir de la cémentite, ben, il faut que ces zones-là soient alimentées en carbone pour finalement atteindre un ratio de 1 pour 4. Donc, littéralement, là, ça correspond à peu près à 6,68% de carbone massique. Donc, c'est là uniquement à partir du moment où il y a assez de carbone que là, les liens chimiques entre le fer et le carbone vont pouvoir s'initier. Et c'est par la poursuite de l'alimentation en carbone que la cémentite va pouvoir croître. Donc, les zones bleues qui apparaissent et croissent sont en fait les premiers germes de cémentite qui se forment par l'apport d'atomes de carbone venus enrichir ces zones. Donc, à partir du moment où ces zones enrichies en carbone atteignent un ratio d'un atome de carbone pour 3 atomes de fer, comme je l'ai dit, les liaisons covalentes ioniques s'établissent entre le carbone et le fer, et les carbures de fer se forment. Donc, les atomes de carbone pouvant ainsi diffuser pour enrichir certaines zones vont donc quitter les zones adjacentes qui seront, elles, à l'inverse, appauvries en carbone. Donc, le carbone, lui, il vient de quelque part. Il vient de zones adjacentes, tout autour du germe de cémentite. Donc, que ce soit à gauche, à droite ou par le dessus. Ils alimentent et donc ce carbone-là va se déplacer. Et ça veut donc dire que de chaque côté du germe de cémentite, on va assister au phénomène inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un appauvrissement en atomes de carbone. Donc, le carbone va être évacué de ces zones-là, et ça va permettre aux atomes de fer de pouvoir se réorganiser en cubiques centrés, tel que l'équilibre le veut, à basse température. Donc, l'austenite, elle est déstabilisée. Les atomes de fer ne cherchent qu'à se réorganiser en cubiques centrés. Et ça c'est possible grâce à la diffusion du carbone. Donc, au fait que le carbone peut évacuer ces zones-là, et ça va donner une marge de manœuvre aux atomes de fer
pour se réorganiser en cubiques centrés. Il y a une petite proportion du carbone qui va demeurer dans le cubique centré. Et on va donc assister à la situation, on va donc se rendre compte que les zones évacuées du carbone vont, à toute fin pratique, devenir de la ferrite. Donc, cubique centré avec un petit peu de carbone demeuré dissous, mais très faible. Donc, on crée donc une alternance. Chaque zone enrichie en carbone va être accompagnée de chaque côté de zones appauvries en carbone. Donc, et la même chose aussi, les zones appauvries en carbone vont être délimitées de chaque côté de zones enrichies en carbone. Donc, une alternance de zones appauvries et de zones enrichies. Les zones enrichies étant capables de devenir de la cémentite et les zones appauvries étant capables de devenir de la ferrite. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on refroidit à l'équilibre un acier, la ferrite et la cémentite, qui deviennent les phases d'équilibre, sont organisées en lamelles, communément appelées donc la perlite. Et bien entendu, ce phénomène-là va donc évoluer avec le temps, se développer, avancer vers le centre du grain d'austenite, comme on le voit, et au bout d'un certain temps, la réaction eutectoïde va être complétée. Et dans le cas d'un acier à 0,8% de carbone, tout l'austenite va devenir de la perlite éventuellement au terme du refroidissement à l'ambiante. Donc, comme il est écrit, le processus est terminé, tout l'austenite de départ est transformé en perlite. Et ce que vous êtes en mesure de voir ici, c'est qu'au départ, on avait un grain. Donc, on s'était concentré sur un grain d'austenite de départ, celui qui était au centre. Mais remarquez que le refroidissement, non seulement il a généré de la perlite, mais le nombre de grains s'est multiplié. Donc, on voit là que dans le grain initial d'austenite, on a généré 6 grains de perlite. Donc, on le perçoit de par les lignes noires là, que j'ai mis représentant les joints de grains à l'intérieur du grain initial d'austenite et de l'orientation différente aussi des lamelles de perlite. Donc, ce qui est intéressant ici, puis ça, je vais le développer davantage plus tard dans le cours, mais c'est pas une simple remarque quelconque, c'est hyper important dans le cas des aciers, c'est que la réaction eutectoïde permet une fragmentation des grains. Et ça, c'est d'un intérêt très grand dans le cas des aciers et je vais l'expliquer davantage, je vais le développer davantage plus loin dans le cours durant la session. Avec le diagramme d'équilibre, la réaction eutectoïde, donc l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, normalement, lorsqu'on explique la réaction eutectoïde, c'est plus simple de le faire avec un acier contenant 0,8% de carbone. Parce que tout l'austenite se transforme en perlite. Maintenant, ce qu'il faut être conscient, c'est que si on abaisse la teneur en carbone, il y a un petit quelque chose de plus qui va se dérouler lors du refroidissement. Donc, les aciers contenant moins de 0,8% de carbone sont dénommés aciers hypoeutectoïdes, comme vous l'avez appris en alliage ferreux. Donc, dans le cas des aciers hypoeutectoïdes, puis c'est la majorité des aciers, soit dit en passant, qui sont hypoeutectoïdes, le carbone diffuse pour créer d'une part des grains d'austenite plus riches en carbone. Donc, au départ, là, imaginez que vous avez un acier qui contient, mettons, un acier à autour de 0,2% de carbone, ou 0,25 si on veut, donc selon la flèche qui descend ici, là, qui est portée au départ à 900 degrés C. Donc, au départ, l'acier, il est à 900 degrés C dans un four. Donc, on est donc en présence d'une situation monophasée cubique face centrée austenite dans laquelle tout le carbone est dissous. Et puis là, on sort la pièce du four et on la laisse refroidir à l'air. Donc, la température va descendre progressivement. Et remarquez qu'à environ une température d'à peu près 850-860 degrés C,
ben là, on commence à déstabiliser l'austenite. On traverse la frontière du solvus A3 et là, on pénètre dans une nouvelle zone pour laquelle qui nous indique que il y a de la ferrite qui commence à apparaître à travers l'austenite. Parce que là, on rentre dans la zone ferrite plus austenite, la zone biphasée. Donc ça veut donc dire que aussitôt qu'on traverse A3, il y a des endroits dans l'austenite pour lesquels les atomes de fer vont se réorganiser en cubiques centrés et donc subir la réaction, la transformation allotropique, comme il est indiqué avec les dessins de mailles cristallines en bas de la diapo. Donc, austenite de départ. À A3, ben, on a de l'austenite. Et remarquez là euh, que au départ, avant qu'il y ait apparition de ferrite, là, donc j'ai sauté une étape, c'est que il y a de l'austenite qui va être appauvri en carbone et au profit de d'autres zones austenitiques qui, eux, vont accueillir le carbone. Donc, au départ, ce qui se passe, c'est que le carbone va diffuser vers des endroits et enrichir ces zones-là d'austenite et appauvrir d'autres zones austenitiques, telles qui est représentée ici dans la transformation là, qui a lieu en bas. Et au bout d'un moment, donc là je montre un petit peu là, plus en détail ce qui se passe. Vous voyez, j'ai une représentation du métal avec un grain d'austenite au centre. Donc l'acier est 100% austenite à haute température. Et lors du refroidissement, à partir du moment où on traverse A3, ben, vous voyez les atomes de carbone représentés par des cercles bleus. Ben, ils vont migrer vers des grains. Il y a certains grains qui vont se débarrasser du carbone. Le carbone va diffuser et enrichir d'autres zones. Donc, vous voyez que le grain du centre est enrichi en carbone et d'autres zones sont appauvries en carbone. Donc, et ça, ben, cette diffusion-là, remarque importante, elle est très facile parce qu'on est à température très élevée. Et ce que je vais expliquer un peu plus tard, c'est que d'autant que la température est élevée, il est plus facile aux atomes de carbone de voyager et de diffuser dans le métal. Donc, cette diffusion-là est rapide et facile. Donc, refroidissement. Et là, au bout d'un moment, les zones d'austenitiques qui se sont débarrassées du carbone, ben, sont maintenant capables de se transformer en cubiques centrés. Donc, les zones sont déstabilisées. La transformation allotropique va pouvoir s'opérer dans ces grains-là appauvris en carbone. Donc, lorsque le taux de carbone est suffisamment bas dans les zones appauvries en carbone, la transformation allotropique opère et l'austenite devient de la ferrite et on va l'appeler la ferrite primaire. Pourquoi? Parce que c'est la première ferrite qui apparaît lors de la transformation. Donc, on l'appelle la ferrite primaire. Voilà. Et la ferrite primaire, lorsqu'on fait une métallographie d'un acier qui a subi un refroidissement lent, un acier hypoeutectoïde qui a reçu un refroidissement lent, et lorsque son refroidissement est complété, cette ferrite primaire-là correspond aux grandes zones blanches lorsqu'on observe l'acier en métallographie. Donc, c'est la ferrite primaire. Donc, encore pour le cas de l'acier eutectoïde, hypoeutectoïde à 0,25% de carbone, on est encore là-dedans. Entre la température correspondante au solvus A3, donc entre A3 et A1, et la température eutectoïde à 723 degrés C correspond à la ligne A1, deux phases solides coexistent dans l'acier. Donc, on se rend compte qu'il y a de la ferrite qui apparaît. Cette ferrite-là va se développer. L'austenite va décroître en importance dans l'acier au fur et à mesure que la température de l'acier va baisser.
Donc là, la transformation qui va avoir lieu entre A3 et A1, c'est de l'austenite qui se transforme en ferrite et l'austenite restante, qui ne se transformera pas entre A3 et A1, va demeurer cubique face centrée, mais c'est simplement qu'elle va avoir accueilli davantage de carbone. Donc on voit là, on a l'austenite, j'ai pris soin de bien expliquer le phénomène en mettant deux atomes de carbone insérés dans les sites octaédriques de l'austenite de départ. Et puis, donc, autrement dit, c'est la situation qui a lieu en haut de A3. Et puis, arrivé à un petit peu au-dessus de A1, ben, il y a de l'austenite qui demeure dans l'acier, mais qui contient beaucoup plus de carbone dissous. Donc, ce carbone-là provient des zones appauvries ayant été capables de se transformer en ferrite. Donc, entre A3 et A1, ce qui se passe, c'est à partir de 100% d'austenite, on obtient de l'austenite encore plus concentrée en carbone dissous, plus de la ferrite. Arrivé à la température eutectoïde de 723 degrés C lors du refroidissement, il est possible de connaître à l'état du diagramme d'équilibre. À l'aide du diagramme d'équilibre, c'est-à-dire, donc, ferrite primaire plus l'austenite plus riche en carbone, c'est ce qu'on a comme microstructure, disons, 1 à 2 degrés avant A1, en haut de A1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est possible de connaître euh, en tant qu'information au niveau des phases ferrite primaire, austenite plus riche en carbone? Et on est capable de connaître à l'aide du diagramme d'équilibre fonction du pourcentage en carbone de l'acier. Ici, comme exemple, c'est un acier contenant 0,25% de carbone. On peut connaître la proportion de ferrite primaire et d'austenite à la hauteur de la ligne A1. Donc, on sait qu'on a créé de la ferrite primaire, qu'il y a de l'austenite qui est pas encore transformée. On peut-tu savoir les proportions, c'est-à-dire la quantité de ferrite primaire en pourcentage dans la microstructure versus l'austenite? Ben oui, avec la règle des segments inverses que je vais vous rappeler tout à l'heure. L'autre information qu'on peut avoir, c'est la teneur en carbone dans la ferrite et aussi la teneur en carbone dans l'austenite. On peut, en fonction, on connaît la teneur en carbone dans l'acier de manière générale et la température auquel est porté l'acier, ici, disons 724, ben on est capable d'aller simplement, à l'aide du diagramme d'équilibre, d'avoir ces trois informations-là. Donc, dans le cas de l'acier époxyde à 0,25% de carbone, si je m'interroge à savoir, ben, c'est quoi le pourcentage de l'acier qui est ferritique, c'est quel est le pourcentage de l'acier qui est austenitique, ben, il faut faire la règle des bras de levier inverse. Donc, vous voyez ici, là, on est à 0,25, représenté par la position de la flèche rouge. Et la flèche rouge se retrouve là, sur la ligne A1 à une certaine distance du point limite, qui est à 0,022, donc à la frontière de la zone monophasée ferritique à gauche. Donc ça génère une longueur de segment représentée par le crochet jaune. Et de l'autre côté, on se retrouve à une certaine distance de l'autre limite à gauche, en l'occurrence le point eutectoïde, là, qui délimite la frontière entre les zones biphasées ferrite austenitiques et austenite sémantite, et dont la longueur, elle est représentée par le crochet vert. Donc, la comparaison entre la longueur du crochet vert et du crochet jaune ben, correspond exactement au pourcentage de ferrite et d'austenite. Mais c'est inverse. Donc, autrement dit, c'est qu'on voit que la flèche rouge est plus près de la ferrite, de la zone monophasée ferritique à gauche, qu'elle ne l'est du point eutectoïde à 0,8 à droite. Donc on voit tout de suite qu'il y a plus de ferrite que d'austenite, parce qu'on est plus près de la ferrite que du point eutectoïde austenitique. Mais bien entendu, le segment jaune, lui, il est plus court. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle la règle des bras de levier inverse. Donc, c'est inverse. C'est-à-dire que le segment vert, le crochet vert, sa longueur,
ben, ça représente le pourcentage en ferrite. Tandis que la longueur du crochet jaune représente le pourcentage de l'austenite. Donc, inverse. Et ce qu'il s'agit de faire, mettons, si on veut avoir des chiffres exacts sur la proportion ferrite-austenite, ben, il s'agit, par exemple, de disposer du diagramme d'équilibre et de prendre une règle, d'en mesurer la longueur de chacun des deux segments, jaune et vert. Ou encore, tout simplement, on peut utiliser les pourcentages de carbone dans l'acier, utiliser la limite de solubilité de 0.022 ferrite et du point octolite de 0.8, puis on va retrouver les mêmes proportions. Donc, ce qui donne comme calcul que le pourcentage de ferrite P, qui est primaire, ben, ça va être obtenu entre le rapport entre le segment euh, vert, la longueur du segment vert, et la longueur totale entre 0.022 et 0.8. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait la différence, on va chercher la longueur du segment vert, donc on fait la différence entre 0.8 et 0.25, et on va chercher la longueur totale qui sépare de tout le segment, donc le crochet jaune plus le crochet vert, qui correspond donc à la différence entre 0.8 et 0.022, 0.8 moins 0.022. Puis là, si on veut l'avoir en pourcentage, on fait x100. Donc, dans le cas d'un acier à 0.25% de carbone, là, bien, si on fait le calcul simplement, ça donne que lorsqu'un acier contenant 0.25% de carbone qui est refroidi lentement à partir de 900 degrés C, par exemple, et qu'à l'ambiance, on fait une métallographie, ben, on va obtenir, en principe, là, théoriquement, autour de 71 là, de ferrite primaire. Et donc, l'austenite, qui est le reste, là, va être la différence avec 100%, donc forcément 29,3% d'austenite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout simple. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je sais que par expérience, il y a des étudiants qui ont un peu de difficulté avec ce principe-là, cette notion-là, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'en a l'air. Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai réussi à l'expliquer pour que ce soit plus clair pour vous, pour ceux qui n'avaient pas maîtrisé tout à fait la règle des bras de levier inverse, mais sachez que c'est euh, c'est pas très compliqué. L'autre information qu'on est capable d'avoir, c'est la teneur en carbone dans l'austenite et la teneur en carbone aussi dans la ferrite primaire à 723 degrés lors du refroidissement. Ben, c'est encore plus simple. Il faut aller lire les compositions chimiques frontières. Donc, dans l'austenite, à 723, il y a 0.8% de carbone. Et puis, dans la ferrite, il faut aller lire le taux d'honneur en carbone de l'autre côté, à la limite de solubilité. Donc, 0.022. Donc, il y a 0.022% de carbone dans le 70-71% de ferrite. Et il y a 0.8% de carbone dans le 29% d'austenite. Donc, le carbone, là, quand on était à haute température à 900, le carbone était uniformément réparti dans tout le volume de la pièce dans le four. Mais lorsqu'on a sorti la pièce du four, et que là, on a baissé la température, s'est abaissé jusqu'à 724, 723, il y a du carbone qui a diffusé, donc le carbone n'est plus réparti uniformément. Il y en a beaucoup plus dans l'austenite, puis il y en a beaucoup moins dans la ferrite. Mais globalement, dans tout l'acier, le pourcentage à carbone n'a pas changé. Et on est encore à 0.25. C'est juste qu'il est plus concentré dans les grains austenitiques, puis il l'est beaucoup moins dans les grains ferritiques. Mais globalement, la teneur à carbone, bien entendu, n'a pas changé. Il n'y a pas de carbone qui ont réussi à s'enfuir de l'acier. Là, je dis ça théoriquement, mais en pratique, oui, il y a du carbone qui va s'enfuir de l'acier là, à la surface parce qu'il y a un phénomène de décarburation si l'atmosphère du four n'est pas protégée. Mais si on fait abstraction de ce côté pratique-là, la teneur en carbone dans l'acier, globalement, ne change pas. Donc, la teneur en carbone est de 0.022% dans la ferrite. Donc, maintenant, le refroidissement à ce stade-ci n'est pas encore terminé. On est à 724. On sait qu'à ce stade-là, on a un mélange de ferrite primaire et d'austenite.
Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on abaisse la température en bas de 723? Ben, ce qui se passe, c'est que la réaction étectoïde qu'on a décrite tout à l'heure, ben, elle va se dérouler. Donc, l'austenite enrichi en carbone devient à son tour déstabilisé et la réaction eutectoïde va s'opérer. Donc, l'austenite restante se transforme donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en perlite, en lamelle. Donc, l'austenite plus la ferrite primaire, pendant la réaction eutectoïde, à la minute où on traverse en bas de A1, en bas de 723, bien là, la transformation qui va s'opérer, c'est apparition de perlite, donc des lamelles de cémentite et de ferrite qui vont apparaître comme je l'ai décrit tout à l'heure, avec à partir de germes en bordure de grains, diffusion du carbone de chaque côté des germes de cémentite, zone appauvrie, etc. Et la ferrite primaire, qui elle est apparue avant, ben il ne se passe rien avec. Elle est déjà transformée, elle est déjà à l'équilibre, donc elle demeure. Voilà. Donc c'est seulement que l'austenite qui fait la réaction étectoïde. Donc, la ferrite, ça ne fait pas de réaction étectoïde, c'est seulement l'austenite. Donc là, on a comme résultat, en abaissant en bas de A1, ferrite primaire, qui elle est apparue entre A3 et A1, plus la perlite, qui elle est apparue à partir du moment où on s'est abaissé en bas de A1. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir expliquer ce qu'on voit lors d'une métallographie. Donc les zones blanches, ferrite primaire, qui elles sont apparues entre A3 et A1, et les zones foncées, qui sont les lamelles de cémentite ferrite, la perlite, qui elle apparaît en descendant en bas de A1. La perlite qui est là, puis la ferrite primaire qui est en blanc. Voilà. Donc, il y a les aciers hypoeutectoïdes, mais il y a aussi les aciers hypereutectoïdes, c'est-à-dire ceux qui contiennent plus que 0,8% de carbone. Donc, si on fait un refroidissement avec un acier hypereutectoïde à partir de l'austenite 100%, ce qui va arriver, c'est le phénomène inverse en termes de diffusion de carbone. Donc, ce qui va arriver, ben inverse, plus ou moins. Donc, ce qui va arriver, c'est que les atomes de carbone, dans tous les grains, vont avoir tendance, il va y avoir une certaine diffusion des atomes de carbone en bordure de grains. Les bords de grains sont un peu plus, les sites octaédriques dans les bords de grains sont plus spacieux, plus confortables, les atomes de carbone, euh, au bord de grains, justement. Ce qui va donc inciter les atomes de carbone de diffuser vers les joints de grains. Pas tous, mais une diffusion vers les joints de grains. Et là, les joints de grains, à partir du moment où l'acier, lors du refroidissement, atteint AM, le solvus AM, qui est représenté ici sur l'image, bien là, le diagramme d'équilibre nous indique qu'on tombe dans la zone biphasée austenite plus carbure de fer. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait de l'austenite qui va se transformer en carbure de fer. Et le Fe3C va apparaître en bord de grain. Donc, le carbone va être assez concentré en bordure de grain pour atteindre le ratio nécessaire pour faire du carbure de fer, donc 3 atomes de fer avec 1 atome de carbone. Donc, on va atteindre 6,68% de carbone en bord de grain. Et là, la cémentite va apparaître en bord de grain. Et uniquement de la cémentite. Donc, c'est la transformation austenite à cémentite. Donc, on va assister à des bords de grain en cémentite primaire. Donc, refroidissement, ici, solvus, jusqu'à 723. Et là, comme le carbone est très concentré, la carbure de fer va pouvoir se former. Donc, la teneur en carbone dans les joints de grain, au départ, à 1%, s'élève progressivement jusqu'à atteindre 6,68%. Donc, l'exemple que je prends ici, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un acier, dans le cas d'un acier qui contient 1% de carbone lors du refroidissement lent. Donc, un atome de carbone pour 3 atomes de fer. À ce stade, la formation de carbure de fer est alors possible en bord de grain.
Donc, on va donc assister à la formation de réseaux de carbure de fer en bord de grain. C'est la cémentite primaire. C'est certain que la cémentite primaire, de manière générale, c'est ce qui contribue le plus à la résistance de l'acier et beaucoup à la résistance à l'usure aussi. Par contre, le carbure de fer, lorsqu'il est mal distribué dans l'acier et surtout lorsque il est localisé en bord de grain, ce carbure de fer-là a tendance à grandement fragiliser les aciers. Parce que le carbure de fer facilite la propagation des fissures. Lorsque un acier dans lequel le carbure de fer est localisé au joint de grain, sa résistance au choc, elle est gravement compromise. Maintenant, ce que vous voyez comme métallographie, justement, ici, ben, c'est un acier à haute teneur en carbone qui est à l'état qui refroidit lentement. On voit que sur la métallographie, les grains sont occupés par des zones sombres. On est en mesure de voir les joints de grains blancs, mais on a les zones sombres. Pourquoi? Ben, parce que maintenant, euh, lorsque on traverse la ligne eutectoïde A1, on a de l'austenite au départ et de la cémentite primaire. Donc, mettons qu'on se situe là, au bout de la flèche, là, sur l'image, à 723 degrés C. Donc, ce qu'on a, c'est de l'austenite appauvrie en carbone et de la cémentite primaire. Et là, aussitôt qu'on traverse la ligne eutectoïde de 723, ben là, la réaction eutectoïde s'opère encore une fois ici. Donc, la cémentite primaire, elle, qui est apparue entre AM et A1, dans les joints de grains, ne se transforme plus. Elle est à l'équilibre, donc elle demeure telle qu'elle, en s'abaissant en bas de 723. Par contre, l'austenite restante, qui n'est pas encore transformée, qui a été appauvrie en carbone, ben, va donc se transformer à travers la réaction eutectoïde pour donner simultanément, donc ça c'est la cémentite primaire, oui, les bordures de grains en blanc, et l'austenite va se transformer en perlite. Donc, par le même processus que j'ai décrit avant. Donc, mélange de ferrite et de cémentite en lamelles, donc la perlite, qui correspond aux zones sombres sur la métallographie. Donc, en résumé, pour les aciers à l'équilibre, on utilise le terme recuit pour désigner la situation des aciers en équilibre, qui est le traitement thermique qui qui est un des traitements thermiques qui permet de recréer un refroidissement lent. Donc, on utilise le mot recuit. Vous voyez là, en fonction de la teneur en carbone, donc vous avez 4 refroidissements pour 4 aciers ayant des teneurs en carbone différents. Donc, vous avez un hyper-eutectoïde, là, et ça donne, on voit à chaque fois le résultat final au terme du refroidissement à partir de l'austenite pour chacun de ces aciers-là à travers les métallographies. Donc, on voit que dans le cas d'un hyper-eutectoïde, on avait un mélange de perlite et de cémentite primaire localisé au joint de grain. Dans le cas de l'acier dit eutectoïde, donc contenant 0,8% de carbone, donc on a uniquement de la perlite. Dans le cas des aciers hypoeutectoïdes, on en a deux ici. On a un à 0,6% de carbone. On a un mélange de perlite et de ferrite primaire. Et un acier contenant moins de carbone, donc autour de 0,2, là, on a encore un mélange de perlite et de ferrite primaire, mais vu que la teneur en carbone est plus basse, si on le compare avec la métallographie correspondante à l'acier 0,6% de carbone, ben, on voit que dans le cas du point 2, la perlite elle est moins présente. Il y a plus de la proportion de ferrite primaire des grains blancs est plus importante que dans le cas de l'acier à 0,6% de carbone. Donc vous êtes en mesure de voir l'évolution de la proportion ferrite primaire perlite là, en allant de gauche à droite à mesure que l'on ajoute du carbone dans l'acier à l'équilibre ou à l'état recuit. Et bien entendu, là, pour terminer le résumé, parce que
faut pas oublier que c'est pas uniquement la microstructure qui nous intéresse là, dans le cas des aciers. C'est aussi ce qu'on veut en faire des aciers. On sait tous que les aciers, on les utilise parce qu'ils sont capables de nous donner de bonnes résistances mécaniques, de bonne dureté, de bonne résistance à l'usure, de bonne résistance au choc. On voit que ces protéines mécaniques-là évoluent en fonction du taux de carbone de l'acier à l'équilibre. Donc on voit que quand l'acier possède moins de carbone, vous voyez que la résistance mécanique là, représentée en vert là, en bas avec les images, elle est plus basse. Par contre, la ductilité est très importante. La résistance à l'usure, elle est relativement basse. Et la ténacité est quand même assez bonne. Parce que le carbone contribue pour la dureté, la résistance, tandis que à travers la perlite, tandis que la ferrite primaire, qui est plus importante dans un acier contenant moins de carbone, elle est ductile et sa résistance au choc est importante. Donc, bien entendu, là, plus on ajoute de carbone, plus ça va influencer les propriétés mécaniques. Et on le voit là, que dans le cas d'un acier contenant 0,6% de carbone, par rapport à 0,2, la résistance a augmenté. Il y a eu une perte de ductilité, parce qu'il y a plus de perlite, il y a plus de carbure de fer. La résistance à l'usure a augmenté parce qu'il y a plus de carbure de fer et la ténacité a diminué quelque peu parce qu'il y a moins de ferrite et il y a plus de carbure de fer, le carbure de fer étant fragile. Quand on en ajoute encore plus, on voit que ça évolue dans le même sens encore, et plus davantage. La résistance mécanique, là je me suis, petite erreur dans ma présentation. J'aurais dû faire un rectangle vert un peu plus large. Je vais le faire en direct ici devant vous. Et voilà. Désolé pour les inconvénients. Bon, je vais le faire quelque part entre les deux. Là, Bon. Ça devrait être bien ça. Parfait. Voilà. Donc je suis un enseignant qui est capable de s'adapter à la situation. Voilà. La résistance mécanique est plus grande encore. La ductilité est rabaissée encore. La résistance à l'usure a augmenté. La ténacité est abaissée encore. Donc, et la tendance se maintient une dernière fois avec un acier hyper électrolyé de 1% de carbone. La résistance a encore augmenté, mais la ductilité est devenue très basse. La résistance aux l'usure est devenue très importante, mais la ténacité a encore diminué. Et voilà, variation des propriétés mécaniques selon le pourcentage de carbone. Oups, je me suis trompé. C'est pas ça. Voilà. Et là, aussi, tant qu'à faire des comparaisons, au niveau des applications, encore une fois, pour ces quatre teneurs en carbone différentes-là, ça prédestine des aciers. Chaque teneur en carbone, chaque domaine de teneur en carbone dans l'acier les prédestine à des applications données. Comme par exemple, les aciers contenant 0,2% de carbone environ sont pratiques pour fabriquer des ponts, comme le pont La Violette. Donc la structure des ponts, là. Donc on n'a pas besoin d'une très grande résistance mécanique. Le pont n'a pas besoin d'être léger tant que ça, parce qu'il est assis sur de la roche. Ça donne des aciers qui sont moins dispendieux aussi. Donc on a besoin d'un tonnage très important pour fabriquer un pont comme le pont La Violette. Et pour réduire les coûts, on utilise des aciers plus ordinaires, disons, avec des teneurs en carbone qui n'ont pas besoin d'être très élevés. Mais lorsqu'on veut faire des câbles en acier pour faire d'autres types de ponts, comme par exemple, pas d'autres types de ponts, mais le pont La Violette, là, il y a deux sortes d'acier là-dedans. Il y a l'acier à basse teneur en carbone pour faire les poutres, mais au centre du pont La Violette, là, il y a un tablier, comme vous avez remarqué, le tablier, il est maintenu par une série de câbles attachés à la structure centrale. Donc ces câbles-là, par contre, sont beaucoup plus résistants. Donc ça prend beaucoup plus de carbone, donc ce sont des aciers qui contiennent autour de 0,6% de carbone, puis en plus, ils contiennent des éléments d'alliage pour les renforcer encore plus. Donc, des câbles. J'ai mis aussi un chasse-neige. La lame du chasse-neige en bas est faite avec des aciers contenant encore plus de carbone parce que ici, contrairement aux deux autres applications, la résistance à l'usure est importante. Donc la lame, là, bien entendu, il faut que ce soit très dur pour ne pas s'user trop rapidement parce qu'elle
elle frotte sur le revêtement dans les rues, les routes. Donc, ça prend une teneur en carbone plus élevée pour offrir une dureté, une résistance à l'usure beaucoup plus grande. Et finalement, lorsque on ajoute davantage de carbone, autour de 1%, ben, ça rend les aciers aptes à faire des applications comme par exemple des mèches pour faire des trous dans le béton, dans le bois ou même dans d'autres métaux. Encore là, pour être capable pour que l'outil conserve le plus longtemps possible sa capacité de percer, donc elle doit être extrêmement dure. Donc ça prend davantage de carbone. Et pour finir avec les propriétés mécaniques en lien avec la teneur en carbone, ben, il y a un graphique que je vous montre ici où on voit l'évolution des différentes propriétés mécaniques avec la teneur en carbone. Donc la dureté, la résistance à la traction, la limite élastique des aciers à l'état d'équilibre augmentent tous avec la teneur en carbone qui grimpe. À l'inverse, la résistance au choc ou la résilience, la ductilité, donc pourcentage allongement ou le pourcentage de striction, s'abaisse avec la teneur en carbone qui augmente. Voilà. Bon, des questions, bien entendu. C'est difficile pour vous de me poser des questions en direct, étant donné que c'est en asynchrone. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour répondre à vos interrogations s'il y a des choses qui n'ont pas été claires durant la révision.